Voiture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. La Villa Arnaga est un musée maison qui logea en son sein l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, visite littéraire. La créatrice Valentine Gauthier aime inventer un monde où mode et intérieur vivent en harmonie. Le pays au drapeau rouge et vert et au coq chantant fait résonner la culture portugaise dans toute la capitale, voyage imminent. Quand les fleuras portent sur terre les branches ballottées par la mer, Franck Espagnier, sculpteur, leur redonne vie. Déniché aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. L'aventure Champicycle, c'est une initiative écologique qui demande quelques coups de pédale. À Lorient, ce drôle de vélo récolte chez les restaurateurs et commerçants le marc de café pour le transformer en engrais qui servira à faire pousser toutes sortes de champignons. Un bon moyen de valoriser les déchets sans émettre de CO2. Né à la cour d'Espagne pendant la Renaissance, le corset n'était pas officiellement un outil de torture, mais bien un accessoire de mode et à l'époque, il fallait souffrir pour être belle. Le but était donc de donner l'impression d'une taille fine et de hanches larges. C'est entre 1930 et 1970 que le corset disparaît, avant de faire son grand comeback dans les années 80. Revaloriser le savoir-faire féminin, c'est la devise du groupe Meet My Mama, à l'initiative de la publication Les Mamas cuisinent le monde. Pas question de cantonner la maman à la cuisine, mais bien de redonner ses lettres de noblesse à la gastronomie quotidienne faite par les femmes du monde entier. Un voyage à travers l'amour maternel et les bonnes recettes. L'histoire de la faïencerie Georges est une aventure qui se transmet de génération en génération et ce depuis 1898 à Nevers. Aujourd'hui, ce sont Carole et Jean-François qui ont pris la relève et qui apposent désormais un regard frais et éclectique aux créations de la faïencerie. Des assiettes et services non seulement décoratifs mais aussi utiles. À Cambo-les-Bains, derrière ses allures de chalet, se trouve une bâtisse où la création atteignit son paroxysme. Ancienne demeure d'Edmond Rostand, elle nous a livré ce secret. À Cambo-les-Bains, dans les terres basques, nous avons rendez-vous avec Edmond Rostand dans son humble demeure. Célèbre poète, dramaturge et surtout auteur de pièces de théâtre mondialement connues comme Cyrano de Bergerac, L'Aiglon et Chanteclair. Arnaga est un lieu avant-gardiste, à l'image de l'écrivain, et qui recèle bien des secrets. Salle des machines, fontaine aux monstres et salle des archives, les coulisses d'Arnaga n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Après une visite médicale à Cambo-les-Bains pour soigner une vilaine pneumonie, Edmond Rostand décide d'y acheter un terrain pour y construire la maison de ses rêves et fuir sa célébrité parisienne. Un projet architectural qu'il a voulu ancrer dans le patrimoine basque. Donc il va se promener dans le Pays basque avec son architecte Albert Tourner et ils vont tomber d'accord sur le principe de reprendre l'architecture vernaculaire des fermes du Labour avec ses façades blanches, les colombages rouges, la toiture asymétrique qui est caractéristique de l'architecture de la région. Et puis ils vont introduire quelque chose qui va faire vraiment ce qu'on va appeler le style néo-basque plus tard, c'est d'introduire des fenêtres au rez-de-chaussée de forme hémisphérique. Des fenêtres qui permettent d'admirer les 16 hectares de jardin qui entourent la maison. D'une part, un jardin à la française avec pièces d'eau et rangées de fleurs, et de l'autre, un jardin à l'anglaise pas comme les autres, avec cette fontaine assez menaçante aux allures de monstre et une forêt aux arbres qui marchent. Mais qu'est-ce qu'on peut bien vous raconter là? Tout autour de nous, un bois paysager qui lui était avec des arbres très caractéristiques du Pays basque. Et Edmond Rostand, dans sa démesure, ayant souhaité avoir tout de suite une forêt, alors que là c'était des arbres éparses, décide d'acheter un bois qui est juste en face et fait acheminer ces arbres qui ont déjà 30 ans sur les routes ici. Et les habitants de Cambo gardent encore dans leur mémoire collective le passage de ces arbres, de cette forêt marchante. Et si on allait voir à quoi ressemble l'intérieur ? Immédiatement, en rentrant dans ce hall majestueux, on peut imaginer les grandes réceptions et banquets qui ont pu s'y tenir. Mais détrompez-vous. Mais en réalité, Edmond Rostand considère sa maison plus comme un décor, comme une envie de créer, que comme un lieu qu'il va réellement utiliser. Donc ici, pas de grandes fêtes fastueuses, c'est plutôt l'intimité des amis proches qui viennent. Chaque pièce est imaginée comme un décor de théâtre et de nombreux styles sont présents. Art nouveau, Empire, Louis XVI, il y en a pour tous les goûts.
Mais s'il y a bien une chose que l'on retrouve partout, c'est le confort électrique. Oui, vous avez bien entendu. Construite en 1906, Arnaga possédait tout ce qu'il y a de plus moderne, lampes et surtout radiateurs. Et pour mieux comprendre le fonctionnement, Béatrice nous emmène au sous-sol. Révolutionnaire pour l'époque, ce tableau permettait d'alimenter l'électricité, le chauffage et l'eau chaude. Et sur cet interrupteur ici, on a l'arrivée de l'électricité pour les lumières. On a 50 kW. 50 kW, c'est 50 fois 100 watts. C'est l'équivalent de l'éclairage d'un stade de foot aujourd'hui. Rien que ça. Et si on allait maintenant voir les archives du musée? Véritable caverne d'Ali Baba, voici d'abord la réserve de costumes. Ce sont les costumes de la pièce Chanteclair, mis en scène par Jean-Paul Lucet. Et les costumes étaient de Daniel Augier. Donc on a le chien Patou, on a le coq Chanteclair et puis donc une partie de la basse-cour. Et dans une autre pièce, elle aussi tenue à l'abri des regards, se trouvent toutes les archives papier et graphiques. Acheter ou donner, tout ce qui se trouve ici a une histoire. Donc ici, nous avons une boîte des dessins d'Alfredo Edel, réalisés en 1908 pour Chanteclair, qui va être joué en 1910. Et là, donc, nous avons un dessin qui correspond au mécanisme de fonctionnement du chien. Très en avance sur son temps, Arnaga est le reflet de la démesure et de la modernité du poète. Et on ne peut s'empêcher, en déambulant ici, d'entendre une petite voix dans notre tête réciter les vers et les tirades les plus connus de Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Vous aussi, vous l'entendez ? Entre vestiaires et accessoires pour la maison, Valentine Gauthier est une créatrice accomplie. C'est notre invitée du jour. Un vent de fraîcheur souffle sur l'univers mode, ou plutôt un Mistral qui porte le nom de Valentine Gauthier. Après une enfance passée en pleine nature dans la garrigue et des études en géo-ethnologie puis en stylisme et modélisme, Valentine pose ses valises à Paris et intègre la maison Margiela. En 2006, elle remporte le Grand Prix Femmes des jeunes créateurs de Dinard et décide de se lancer dans l'aventure en créant sa marque éponyme de prêt-à-porter. Et c'est au 88 boulevard Beaumarchais, à travers son espace atelier, boutique et également showroom, que l'on retrouve son vestiaire engagé qui reflète les 1000 facettes de Valentine. Ce qui m'intéresse, c'est les jeux d'opposition entre la brutalité d'une certaine matière et la délicatesse d'une autre. Et je trouve que ça reflète bien qui on est en règle générale. Je pense qu'on n'est jamais binaire, donc c'est ce que je fais au travers de mes collections. Engagée, Valentine veille à créer un vestiaire éco-responsable dont la fabrication européenne et principalement française flirte avec les matières naturelles. Et c'est pour le partage de ces valeurs qu'Arnaud, bottier de père en fils depuis 4 générations, confectionne les bottines imaginées par la créatrice. On partage vraiment cette volonté-là d'aller vers quelque chose de le plus propre possible et le plus sain possible. Donc on travaille sur des cuirs à tannages végétaux, qui sont tannés avec des écorces d'arbres, lentement. On essaie de travailler aussi avec des patines qui sont faites naturellement, avec des encres à base d'eau. C'est vraiment d'aller vers quelque chose de plus propre possible, le plus responsable possible et le plus juste possible. Et la justesse, c'est le maître mot de Valentine. Une collection juste, c'est une collection en dehors de tout l'aspect de durabilité. C'est que tout soit cohérent, que tout puisse se mélanger et qu'on puisse à chaque fois y trouver ou son propre style ou s'autoriser à aller plus loin dans la démarche et à comprendre que pour nous, le mix est plus intéressant en fait. En perpétuelle recherche d'inspiration, Valentine est une éponge et absorbe tout ce qui se trouve sur son passage. Je laisse toujours très libre cours à la sensation. Il faut que je me sente emmenée quelque part. Et si je me sens émue d'un travail, quel qu'il soit, tout ça, je le compile beaucoup dans mon esprit. Dans ce fil conducteur, on retrouve des motifs qu'elle imagine, qu'ils soient dématérialisés à partir de photos de matière pour créer une couleur texturisée, peints ou croqués, l'harmonie des couleurs a toujours une place privilégiée. Derrière chaque couleur, normalement, il y a quand même une histoire. Il y a aussi une origine, parfois des couleurs pleines et sourdes,
sont très joliment contrebalancées par des couleurs très vives. Une fois ces matières et ces couleurs établies, Valentine pense une forme, un tombé, réalisé d'abord sur une toile, puis sur un prototype, avant de passer aux essayages. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve tout ensemble là-haut, chacune avec son gabarit, chacune avec sa corpulence, et on essaye la toile jusqu'à temps qu'elle soit la plus facile à épouser le corps de chacune. Donc ça marche pas à chaque fois, mais en tout cas, c'est vraiment ça l'objectif. C'est qu'on se sente toutes bien dedans. Et si on allait voir ça de plus près? Et ça, tu vois. Ouais. Là, il y a le petit... Je me demande si c'est pas à cause du bouton. Oui, il faut décaler un peu le bouton. Peut-être mettre des œillets aussi aux poches. Là. Lui rajouter. Oui, là et là. Et Valentine ne se contente pas d'habiller les femmes, mais également l'intérieur des maisons. À travers son espace, qu'elle nomme Holisme, Valentine vend et expose des pièces artisanales qui provoquent en elle une émotion. Ce que j'essaye en fait de défendre au travers de tout ça, c'est un certain art de vivre, mais c'est aussi dire qu'on peut consommer et vivre avec des produits qui sont voilà, faits à la main, des pièces uniques, des objets qui ont une vraie histoire en fait. Avec sa vision éco-responsable, Valentine Gauthier n'a pas froid aux yeux et continue au fur et à mesure son avancée vers un vestiaire intemporel, mais surtout durable et engagé. Bonjour Valentine. Bonjour. Valentine, vous dites que la mode, c'est partager, c'est faire l'effort d'aller vers l'autre. Comment ça se traduit chez vous? Qu'est-ce que vous transmettez, vous? Si j'ai décidé de faire ce travail-là, c'est parce que j'aime les femmes, que j'aime leur singularité, leur diversité. Et ce qui m'importe, c'est bien entendu de créer des pièces qui soient particulièrement uniques, mais surtout qui puissent représenter l'humeur de la femme qui va le porter. La mode, vous êtes tombée dedans petite. Vous avez assisté déjà en tant que petite main à 6 ans votre nounou couturière. Et chez vous, il y avait une vraie tradition voilà, déjà de faire du sur-mesure, de coudre, c'est ça? Tout à fait. En fait, mon enfance, elle représente terriblement ce que je fais à l'heure actuelle. Il y a une espèce de un grand écart, une dichotomie absolue entre un papa qui était metteur au point et pilote d'essai sur les circuits, Oui. donc une enfance en la garrigue très sauvage, et une maman qui était très raffinée, qui aimait s'habiller, mais pas seulement en fait, qui aimait créer déjà. Qui aimait créer et qui aimait aussi avoir une jolie maison avec des objets très pensés, très recherchés. Et donc tout ça, finalement, ça m'a construit, donc dans 2 univers opposés. Mais du coup, c'est tout à fait ce que je fais retranscrire dans ma marque. D'ailleurs, comment les 2 univers se répondent? Parce que quand on regarde votre univers, on a l'impression que c'est un tout. C'est un ensemble de choses et la mode répond à l'artisanat. Le fait d'avoir fait donc des études de géoethnologie, qui me destinaient à être ingénieur en écologie, et de ce fait-là, le fait de monter ma marque, c'était évident en fait que je comptais le travailler de cette manière-là, c'est-à-dire aller chercher les savoir-faire, aller cultiver la matière, la toucher. Et j'ai constaté en fait que tout ça se perdait. Je l'ai vu alors un petit peu au début de la création de ma marque. Et je trouve que ça s'est terriblement dégradé et que c'est devenu un peu un de mes rôles que de pouvoir réexpliquer tout ça. Parce que c'est compliqué d'être éco-responsable dans une industrie aussi polluante que la mode. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile, ça demande beaucoup de traçabilité et on n'est pas parfait, loin de là. Je pense que la perfection, ce serait justement de n'utiliser plus que des vêtements de seconde main. Mais j'ai choisi de faire de la création, donc très compliqué. Parfois, on se sert quand même de stock de certaines maisons, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même des pièces qui ont été produites. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller chercher dans tout cet univers-là ce qu'on fait de mieux
et de remettre un peu à l'honneur tous ces vieux métiers qu'on a oubliés ou des artisans ou des façonniers plus locaux. Valentine, défendre votre place en tant que femme n'a pas toujours été évident. Être femme, c'est... Femme et maman. Femme et maman. Donc être femme au tout départ, quand j'ai monté ma structure, c'était pas forcément évident parce que c'était un milieu très masculin, qu'on m'a beaucoup découragée. Mais j'ai tenu bon et j'avais des convictions que j'ai toujours. Ça demande beaucoup de force. Et ensuite, le fait de devenir maman, j'essaye de mettre un point d'honneur à ne pas mettre mes enfants de côté. Comment vous voyez évoluer votre univers, votre maison? Je pense qu'on n'est jamais satisfait déjà. On est satisfait très peu de temps. Et j'ai toujours voulu confronter l'atelier à la cliente. Et qu'on puisse interagir, que les clientes puissent aussi rencontrer les personnes qui y font derrière. Et comment je vois la suite? La suite, c'est continuer à le construire de cette manière, en fait, de continuer à construire cette proximité. On vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que ce soit au travers de la danse, de la gastronomie ou de l'art, la culture portugaise n'a pas fini de résonner dans Paris. Voici Repérage. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a couru, marché, rampé, arpenté, cheminé les rues de la capitale pour faire découvrir le Portugal. Pour notre premier rendez-vous, mettez vos plus beaux habits, on vous emmène danser au bal portugais. On se retrouve ici tous les dimanches avec des musiciens différents tous les week-ends pour danser, se retrouver la culture portugaise. On joue des musiques du nord au sud du Portugal. Chaque région a sa petite spécificité. Et les rythmes de la musique portugaise vous empêcheront de rester assis trop longtemps. C'est une musique très animée. Après, il faut savoir que dans le nord du Portugal, il y a ce qu'on appelle le folklore. C'est une musique très très rythmée, essentiellement à base d'accordéon. Ça se danse plus tout seul. Mais après, on va retrouver toutes les fêtes du village au Portugal, où là, on joue tout type de musique portugaise, notamment les musiques à deux. On appelle ça le pimba. Vous n'arrivez pas à suivre? Pas de panique. Après tous ces efforts, on a bien mérité une petite pause. Direction la Pasteleria Belém. Avec ses carreaux bleus et blancs, on s'envole directement au Portugal. Ici, la spécialité, c'est la pâtisserie et c'est un peu par hasard que Natalia s'est retrouvée derrière le comptoir. J'avais une amie qui venait tous les dimanches à la messe et après elle venait prendre son petit déjeuner ici. Et un jour, elle m'a demandé si je voulais venir acheter et faire la pâtisserie. Et je lui ai dit pourquoi pas, on va essayer. J'ai appris à faire la pâtisserie, je l'ai fait pendant 2 ans. Elle tenait la salle et moi je faisais la pâtisserie. Une histoire qui dure depuis 21 ans aux accents très gourmands. On a beaucoup de choix. Elle est très riche, surtout avec la jaune d'œuf, crème aux œufs et pâte d'amande. Dans le nord, c'est plutôt génoise. Centre, c'est crème aux œufs et les fils d'œuf et évidemment la cannelle et le fameux gâteau de Belém que nous on appelle natas. Ces célèbres natas, ce sont les pastéis, un genre de flan à base de pâte feuilletée, cannelle et citron. Côté salé, il y a de quoi faire aussi. Salade de poulpe et bien évidemment la morue qu'on goûtera volontiers en beignet. Fini la dégustation, on vous emmène à Lusa Luso, une boutique d'objets entièrement consacrée à l'artisanat ibérique. C'est grâce à son ancien métier que Sandra d'Acosta Blanc a eu l'idée de cet endroit. Je faisais beaucoup de projets de décoration d'intérieur au Portugal et à force de chercher des artisans pour ces projets de décoration, donc j'ai sillonné le Portugal et du coup j'ai découvert plein de petits artisans dans des petits villages reculés qui font des très belles choses mais qui sont du coup qui n'ont pas de visibilité en dehors d'un périmètre très limité. L'artisanat portugais a donc désormais sa vitrine en plein Paris. Et attention, la jeune femme ne choisit pas ses objets au hasard.
Je vais régulièrement au Portugal, j'y vais au moins une fois tous les 2 mois. Et du coup, je vais sur place pour rencontrer ces personnes physiquement, pour échanger avec elles, pour voir comment elles travaillent, et puis pour voir leurs objets véritablement. C'est important de voir, de toucher, pour avoir cette palpitation, ce coup de foudre qui fait que voilà, j'arrive à me projeter et à les imaginer ici en boutique. Tapis, assiettes, tasses, la boutique se transforme en véritable caverne d'Ali Baba aux couleurs ensoleillées du Portugal. De Lisbonne à Porto, le pays s'affiche sous toutes ses coutures dans la capitale. Des rythmes endiablés, des pâtisseries irrésistibles et un savoir-faire précieux, vous avez déjà un avant-goût du Portugal. Le bois flotté, matériau parti en voyage et revenu poli d'expérience, trouve refuge dans les mains du sculpteur Franck, qui sait les travailler pour leur donner une seconde vie. Si l'on connaît l'art de la sculpture sur bois, on connaît un peu moins celui sur bois flotté. Et ce qu'on appelle bois flotté, ce sont toutes ces branches et ces arbres charriés par les fleuves, ces restes de maisons ou d'épaves arrachés lorsque la nature se déchaîne, puis rejetés par les mers et les océans. Naturellement poli par le brassage des eaux salées et de la silice présent dans le sable, il est également patiné par le soleil, ce qui en fait un bois très solide et très apprécié des sculpteurs. Et c'est le long de l'estuaire de Gironde que l'on retrouve Franck Espagnier, venu ramasser quelques bois pour ses prochaines sculptures. Là, il y a un œil, un peu gros, mais ça sera pour un éléphant, un animal assez gros. Voilà, et c'est de l'acacia. Voilà, ça c'est une pièce qui est solide. Celle-ci, on va la ramener. Je vais la mettre là. Véritable chasse au trésor dans ce qui pourrait ressembler au bayou, nous suivons Franck au gré de ses récoltes. Et à voir son sac à dos qui se remplit à vue d'œil, il semblerait que l'on ne soit pas venu pour rien. Ancien paysagiste, c'est après un grave accident de la route en 2011 que Franck décide de ralentir la cadence et de se tourner vers la sculpture sur bois flotté comme une thérapie. Après plusieurs prix remportés, c'est aujourd'hui devenu son activité principale. Que ce soit pour des commandes passées par des particuliers français, australiens ou brésiliens, ou des entreprises telles que des hôtels ou des restaurants, Franck doit toujours avoir du stock de bois d'avance. Et si pour vous son atelier est un vrai bazar, détrompez-vous, tout y est minutieusement classé. Franck est un poète organisé. Là, ici, sur cette vieille barque, je stocke tous mes yeux. Ici, ce sont tous les supports. Là, c'est mes stocks pour mes futurs éléphants. Après chaque retour de récolte, que ce soit à pied ou en bateau, le long de l'estuaire ou sur les plages de Gironde et de Charente, Franck rince ses trouvailles pour les débarrasser de toutes leurs impuretés avant de les laisser sécher à l'air libre plusieurs mois. Une fois sec, le travail d'identification de l'œuvre peut commencer. Et dans chacun de ces morceaux, Franck y voit un futur animal. Ici, il y a un mouvement de petit escargot. Ici, je vais avoir les futures oreilles. Vous les voyez? Voilà. Là, ici, on a plutôt un azo, je pense, rhinocéros. Et vous l'aurez compris, c'est la forme et la qualité du bois qui vont déterminer l'œuvre de Franck. Ce sont des formes naturelles. Elles sont toutes naturelles, tout le temps, constamment. C'est pas moi qui vais creuser à la perceuse ou quoi que ce soit. J'attends de trouver un nœud d'une branche qui s'est vidé par rapport à l'océan, qui l'a brassé par rapport à l'estuaire. En fait, c'est vraiment la pièce que je trouve qui va déclencher l'animal. Un processus long, mais qui rend toutes ces pièces uniques. Il y aura un cheval qui aura cette allure-là, un autre cheval aura cette allure-là. Une aigrette sera cette aigrette, une autre aigrette, ils seront tous différents. Ils seront aigrettes, ils seront chevaux, mais ils seront tous différents. Un peu comme nous les humains. On est tous humains, mais on est tous différents à la fois. Une fois ces pièces trouvées, Franck peut commencer l'assemblage. Et pour cela, pas de colle, mais uniquement des vis que Franck essaye au maximum de cacher. Toute la partie qui doit être visible doit rester maximum naturelle. Celle qui est dedans, à l'intérieur, c'est là où on peut se permettre de tricher un peu, travailler un peu pour pouvoir ajuster. La vis, c'est dommage de la voir. Donc c'est là où je vais commencer mon travail de fascinage. Fascinage, c'est un blocage en force dedans. Mais ça, il n'y a qu'un certain moment où on peut fasciner le bois flotté. Il faut qu'il est bien séché. Voilà.
Pour créer une œuvre pérenne, il est indispensable de bien connaître le bois. Il faut vraiment connaître l'essence. Si on fait une œuvre qu'avec du peuplier, ça ne dure pas. Par contre, si vous faites ça avec de l'acacia, c'est à vie, c'est persuadé. Mais le véritable secret de Franck, c'est d'avoir gardé son âme d'enfant. Il n'y a qu'à voir son jardin, véritable parc féerique où cheval, carpe, oiseaux migrateurs ou encore loup se donnent la réplique en communion avec la nature. On vous avait dit que Franck était un poète. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.